Merci, bonsoir tout le monde. Je suis très heureux d'être avec vous ce soir. Merci beaucoup Fabrice pour l'invitation, puis à l'université qui m'a permis d'être avec vous. Merci de me donner l'occasion de parler de mon sujet du moment, parce que c'est vraiment à cette question que j'occupe le plus clair de mon temps de recherche actuellement. Donc je vais vous parler de l'enseignement dehors. Je vais essayer de balayer de la maternelle à l'université, mais moi ma spécialité c'est plutôt maternelle, primaire, secondaire. Donc université, je connais plus comme praticien de la formation que comme chercheur. Néanmoins, je connais les recherches sur la question, donc je vais vous parler un petit peu de ça. Donc moi, je suis professeur en développement de l'enfant. Ça veut dire que mon métier, c'est d'essayer de comprendre quels sont les contextes qui permettent de soutenir les différents aspects du développement des enfants. Et ces différents aspects étant le développement sensoriel, le développement de la motricité, le développement des relations avec les autres, le développement des capacités de conceptualisation, tous les aspects du développement, et puis comment ils fonctionnent tous ensemble. Euh, Ce soir, le contenu de la présentation, ça va durer 1 heure à peu près, et puis comme ça, on aura un petit peu de temps pour discuter après. Je vais vous faire une petite histoire de l'enseignement dehors. Alors, je vais vous parler de ça et de ces approches, parce que souvent, on entend des bêtises là-dessus. C'est une approche hyper moderne et tout, mais c'est pas du tout moderne, en fait. Ça fait une éternité que c'est traité, et puis on voit pas forcément toujours d'où ça vient, donc je vais vous dire un petit peu ce que je pense de tout ça. Je vais vous faire une présentation de l'état des connaissances sur les effets que ça peut avoir sur les enfants. Et puis je vais aller large, c'est-à-dire je vais voir les effets que ça peut avoir en termes de scolarité, parce que c'est quand même de l'enseignement, mais je vais aller au-delà de ça, pour voir en termes de santé, en termes d'habitude de vie, durablement, qu'est-ce que ça peut provoquer. Et puis je vous présenterai une partie des travaux que je mène sur ces questions-là, avec quelques petits résultats en avant-première pour vous dire un peu ce qu'on fait en ce moment. Et puis je vais vous donner plein d'exemples de pratiques et puis des ressources, parce qu'en fait, je pense que ce serait bien qu'il y ait encore plus d'enseignement à l'extérieur ici. Puis pour faire de l'enseignement à l'extérieur, c'est bien d'avoir des ressources. Donc je vais vous donner plein d'exemples. Comme Fabrice a eu la gentillesse de m'organiser un super programme dans des milieux qui sont très très variés, je vais même être capable de faire des liens avec la réalité de la Nouvelle-Calédonie. Si mes liens sont naïfs, bah, vous me le direz, puis on réfléchira ensemble pour en faire des plus pertinents. Mais bon, je pense que j'ai quelques petites idées. Est-ce que ça vous convient comme programme? Ouais, parfait. Alors, d'abord, je vais un peu circonscrire ce dont je parle, parce que ça paraît évident comme ça, mais quand on regarde les recherches qui font appel à ces termes-là, on voit qu'il y a toute une variété de choses. Moi, je vais me concentrer sur une chose aujourd'hui, c'est l'enseignement dehors. Et l'enseignement dehors dont je vais vous parler, c'est quoi? C'est des activités qui sont menées avec des élèves, en lien avec les programmes scolaires. Cette dimension-là, des fois, ça bouge un petit peu dans les études qu'on peut trouver, donc moi, ça me tient à cœur. Et, conduite par des personnes qui sont des enseignants qualifiés. Alors ça bouge beaucoup dans les recherches, cette question-là de qui fait les interventions. Et ça me tient beaucoup à cœur, parce que je pense que ce que font les enseignants, c'est pas ce que font les animateurs, c'est pas ce que font des personnes, par exemple, qui seraient spécialistes de la flore et de la faune. Donc moi, ça va vraiment être sur la question d'enseignants qualifiés. Et puis dans des environnements extérieurs variés. C'est-à-dire que ça peut être des activités qui se mènent en milieu urbain, dans des rues, dans des parcs, on peut faire plein de maths super chouettes avec la forme, par exemple, de l'architecture rurale, puis l'architecture urbaine. Mais ça peut être des forêts, des plages, des champs, des rues. L'idée, c'est on est dans un environnement aérien, il n'y a pas de mur, il n'y a pas de fenêtre, et puis hein, on voit ce qu'on peut faire au niveau pédagogique à partir de tout ça. Alors, comme je l'ai sous-entendu tout à l'heure, l'enseignement dehors, ça date vraiment pas d'hier. Déjà, Platon et Aristote, dans l'Antiquité, soulignaient l'intérêt qu'il y avait à réaliser des apprentissages et à réfléchir dans des contextes ouverts plutôt que dans des contextes fermés. Alors souvent, c'est eux qu'on repère comme ayant influencé les classiques. Hein. Je ne sais pas si vous avez regardé l'Émile de Rousseau ou des choses comme ça, où on a vraiment une apologie d'être dans des milieux naturels pour enseigner. Alors en fait, quand on regarde en détail, hein, les philosophes des Lumières qui ont fait la promotion d'environnements éducatifs naturels, ils s'appuyaient pas du tout sur les philosophes antiques. Hein. Ils s'appuyaient plutôt sur la lecture des missionnaires qui avaient fait des descriptions des modes éducatifs des premiers peuples d'Amérique.
Donc si vous cherchez l'affiliation avec de Rousseau, de Locke ou de Froebel, clairement, ils ont lu les récits de comment est-ce qu'on vit. Puis d'ailleurs, c'est dans toute leur approche de la liberté, elle est un peu basée sur l'espèce de choc culturel qu'il y a eu au moment de la colonisation pour les philosophes ou de la colonisation des États-Unis, hein, de l'Amérique. Et ça vient beaucoup de là. Alors après, par contre, les philosophes des Lumières, ils ont beaucoup écrit là-dessus, et puis l'éducation nouvelle a repris ces questions-là. Puis quand on va chez des auteurs comme Pestalozzi, De Crowley, on voit des formalisations de systèmes où on est plutôt à l'extérieur, et puis où on fait la promotion d'être à la campagne, d'être au champ, d'être... Euh, et donc toutes ces approches historiques-là, elles ont été comme amalgamées pendant le XXe siècle, hein, puis le début du XXIe, et puis on a eu comme un événement de la vie il y a quelques années qui s'appelle la Covid, et puis qui fait qu'il y a eu une résurgence de l'intérêt pour les pratiques d'enseignement à l'extérieur. Et pourquoi ? En fait, c'est un peu une contrainte. Quand on est dehors, on attrape moins de choses que quand on est dedans. Alors, chez vous un peu moins, mais chez moi, quand on est dans des espaces qui sont confinés, complètement étanches, en termes de virus aérien, c'est un enfer. Donc, il y a eu beaucoup d'incitatifs pour que les enseignants aillent faire des moments d'enseignement à l'extérieur, au moment où on était de retour à l'école dans les différents pays, mais qu'il y avait encore de la propagation du virus. Et il se trouve qu'à ce moment-là, ça a été super bien documenté au Québec par mon collègue qui s'appelle Jean-Philippe Ayotte-Baudet. Il y a plein d'enseignants qui l'ont fait parce que ça permettait d'éviter d'attraper la Covid, puis qui se sont rendus compte qu'il y avait moyen de faire plein de choses super au niveau des apprentissages là-dedans. Puis ça a redonné un espèce d'engouement pour tout ça. Un engouement qui n'a jamais trop diminué du côté de la recherche. Puis du côté de la recherche, il y a beaucoup de travaux sur la question depuis les années 1950-60, avec des termes très variés. Alors je vous ai fait un petit nuage de mots là, et puis je vais vous dire un peu de quelles sont les nuances qu'il y a là-dedans, et puis à quoi ça renvoie pour que vous puissiez vous repérer si vous voulez découvrir ce champ de la littérature. Donc un terme qui revient très très souvent, c'est les forest schools. Forest School, c'est des principes pédagogiques qui ont été développés en Europe du Nord et puis qui sont très très en vogue, on va dire, au Royaume-Uni. Et le principe de la Forest School, c'est on va enseigner en forêt. Et donc, ça se fait pas mal dans le milieu scolaire, beaucoup dans le milieu périscolaire aussi. C'est très structuré comme mouvement, les forest schools. Hein. Il y a des attestations de formation pour les formateurs. Il y a beaucoup d'écrits sur comment ça doit se faire. Puis comme il y a beaucoup d'écrits, c'est très très normé. C'est un peu comme la pédagogie Montessori. Il faut comme cocher des cases pour pouvoir s'associer à ça. Donc, forest school, on entend souvent parler de ça. Je vous dis, c'est beaucoup implanté au Royaume-Uni. On entend beaucoup parler aussi de Utoskål, ça c'est les approches scandinaves, celles qu'on dit souvent dans la littérature qu'elles sont extraordinaires, et puis à juste titre, c'est vraiment intéressant. Le Utoskål et Udoskål, par contre, c'est pas un système qui se passe qu'en nature. Alors ça, je vais vous donner un petit peu d'informations là-dessus pour se repérer. En fait, le principe de l'Udoskål et de l'Utoskål, c'est que les enseignants passent des moments en dehors de leur classe. Mais ces moments en dehors de leur classe, ils peuvent être pour partie dans des environnements qui sont extérieurs, type des parcs, de la forêt ou des sentiers de randonnée, mais ça peut aussi être dans un musée, dans une mairie, donc dans des espaces qui sont un peu clos. Puis vous allez voir que quand on réfléchit aux effets, c'est assez important de distinguer les deux, parce que je vais vous parler d'effets sur la santé. Puis quand on va faire une activité dans un musée, c'est bon pour l'esprit, mais pas forcément pour la santé. Donc, il y a comme des petites nuances à faire entre tout ça. Et le Utoskål, ça se fait plutôt du côté de la Suède. Udoskål, c'est plutôt Norvège, Danemark. Mais c'est un petit peu la même philosophie, c'est juste c'est pas tout à fait la même langue. Et puis, ça dépend de la philosophie que je sais pas très bien prononcer. C'est le Fruitisliv, je crois, quelque chose comme ça. L'idée, c'est qu'on vit mieux et on vit plus heureux quand on est proche de la nature. Donc la philosophie générale qui est derrière tout ça, c'est un petit peu ça. Et puis les termes qu'on trouve pour qualifier les pratiques qui sont mises en place dans ces environnements, dans les écrits, c'est le terme « education outside the classroom ». C'est vraiment celui-là qui renvoie aux approches scandinaves. Des fois, dans les articles, on voit outdoor education. En fait, outdoor education, c'est beaucoup plus large. Ça prend aussi tout le périscolaire, ça prend aussi l'éducation à la petite enfance. Donc, on n'est pas tout à fait à la même place. Et puis après, on a le terme éducation plein air. Ça, c'est le terme qui est utilisé au Québec.
D'accord, donc c'est un terme un petit peu parapluie. En France, il y a un terme parapluie, mais je ne l'ai pas mis là-dedans. On parle souvent de classe dehors. Je ne l'ai pas mis là-dedans parce que là, je vous ai mis les termes qui sont utilisés dans les recherches qui portent sur les effets. Et puis dans la tradition des classes dehors en France, il y a peu de recherches sur les effets. Donc je ne l'ai pas mis là, mais il n'empêche que c'est ça qu'on utilise. Il y a ensuite des approches qui sont très spécifiques. Quand on parle de outdoor science, c'est des approches pédagogiques qui visent à faire passer des contenus en sciences en étant à l'extérieur. Il y a une très très grosse littérature là-dessus, et puis je vais vous en reparler tout à l'heure, mais il y a un faisceau de preuves qui montre que les apprentissages scientifiques et la connaissance du vivant en étant à l'extérieur et confronté au milieu, ça porte ses fruits. Garden Education, c'est un petit peu ce que nous a présenté Sari, hein, donc type l'utilisation de potagers et puis on a aussi des forêts nourricières, par exemple, pour d'autres produits comestibles. Puis vous avez des choses qui sont un petit peu plus spécifiques, camping education, donc est-ce qu'on peut aller faire comme expédition avec des enfants en contexte scolaire pour travailler. Moi j'ai une école avec qui je travaille qui fait ça pas mal, et c'est intéressant. Et puis outdoor adventure education, ça c'est on va à l'extérieur avec des enfants dans un contexte dans lequel il y a une certaine incertitude par rapport à comment les choses peuvent se passer. C'est ça l'aventure en fait. Et donc, c'est plutôt dans des contextes de dépassement de soi, où on ne sait pas trop si on va réussir, où il faut s'adapter. Et ça va chercher pas mal de bénéfices en termes de dépassement de soi, justement. Après, en contexte scolaire, on ne fait pas trop ça souvent parce que c'est un petit peu compliqué à gérer. Donc, vous voyez, il y a vraiment une pluralité de modèles qui peuvent être utilisés avec des approches qui sont différentes. Néanmoins, il y a des études qui convergent vers un certain nombre d'effets que je vais vous présenter maintenant. Je les ai présentés de manière simple sur les diapos, et puis je vais nuancer un petit peu dans mon propos parce que les choses ne sont pas si simples que pourrait le laisser penser la diapo. Je m'appuie sur des choses que mon équipe a publiées parce qu'on a pas mal publié ces derniers temps là-dessus, donc c'est nous qui sommes le plus à jour pour encore sans doute 2 ou 3 semaines. Donc là, je vous présente ce qu'on a fait. Alors d'abord, il y a ma collègue Marie-Ève qui a publié une scoping review. Alors une scoping review, c'est une revue de portée. C'est une manière de faire des synthèses de littérature qui est normée, quoi, et qui permet de faire le tour de questions qui sont pas trop complexes. Et Marie-Ève, dans sa revue de portée, elle s'est demandé qu'est-ce qu'on sait finalement des apprentissages réalisés en nature et puis de l'effet que ça peut avoir sur la santé des étudiants. Et elle a trouvé pas mal d'études sur la question. Alors, si vous voulez lire l'article, il est en accès libre, il y a un petit code QR en haut, vous flashez le code QR et puis vous pouvez lire l'article pour voir les détails. Mais en gros, on a quand même un bon nombre d'études qui portent sur les questions de santé et d'apprentissage extérieur. Et ça montre des bénéfices pour la santé mentale. Donc ce qu'on met dans la santé mentale, c'est quel genre de retombées ça peut avoir pour l'estime de soi, en termes de gestion de l'anxiété, en termes de bien-être, en termes de santé globale. Et globalement, il y a un faisceau de données qui montre que ça a un effet positif. Alors après, il y a des petites nuances. Par exemple, la plupart des études montrent que ça a un effet positif sur l'estime de soi, mais il y a quelques études qui montrent une absence d'effet. Au global, ça montre quand même plutôt un effet. On a un peu la même chose pour le bien-être. Il y a un faisceau d'études qui montrent que ça a un effet positif sur le bien-être des enfants. Moi, par exemple, dans mon équipe, quand on regarde ça, on ne le constate pas directement quand les groupes contrôle sont des classes dans lesquelles il y a un gros effort qui est fait pour le bien-être par ailleurs, en n'allant pas à l'extérieur, quoi. Donc voilà, ça c'est pour la santé mentale, donc des effets qui sont avérés. Quelques détails sur les effets où il n'y a pas un accord et un consensus complet entre les chercheurs, mais c'est quand même plutôt encourageant. Pour la santé physique, c'est hyper consensuel. Par contre, là, toutes les études qui portent sur la question montrent que quand on emmène les enfants à l'extérieur, ils bougent plus que quand on les garde dedans. Vous allez me dire, c'est pas très étonnant. Ce que je vous montrerai tout à l'heure, par contre, c'est que on voit que ça a des effets sur ce qui se passe à la maison aussi, hein. C'est-à-dire que le fait d'aller dehors à l'école, ça change un peu leur comportement à la maison par rapport aux activités extérieures. Donc je vous montrerai ça plus en détail quand je vous parlerai de mes travaux. Mais en tout cas, voilà, on a un effet sur la santé physique qui est avéré là et puis qui est vraiment consensuel. Et il y a quelques études qui portent sur la santé sociale, c'est-à-dire quel genre d'influence ça peut avoir sur le tissu relationnel des enfants. Et puis ces études-là aussi, alors elles sont peu nombreuses, mais elles tendent vers le fait que ça a des effets positifs.
Je vous dirai de quelle nature tout à l'heure, parce que je vais vous montrer des exemples qui illustrent tout ça. Donc là, on a comme un faisceau de données qui indique que le fait d'aller dehors avec les élèves, c'est positif pour la santé. Et puis, c'est des questions qui sont importantes quand même, hein, parce que moi, je travaille dans une équipe de recherche où on s'intéresse à la santé durable. Et puis, quand on regarde les systèmes de santé, je ne sais pas ce que ça donne exactement en Nouvelle-Calédonie, mais au Québec, il y a à peu près 80% des dépenses de santé qui seraient évitables avec de meilleures habitudes de vie. Donc ça veut dire qu'on pourrait récupérer 80% de budget pour s'occuper des maladies rares, donc c'est quand même pas anodin. Et puis là, on a vraiment des résultats très très robustes qui indiquent que ce type de dispositif peut contribuer. Donc, effet sur la santé. Après, on est à l'école, on se demande aussi ce que ça peut avoir comme effet sur le cheminement scolaire des enfants. Alors là, les résultats sont assez cohérents d'une étude à l'autre aussi. Donc, je vous ai mis quelque chose qu'on a publié il n'y a pas longtemps sur la question. Il y a beaucoup d'études qui montrent qu'en termes d'apprentissage des sciences, ça a des bénéfices. En termes de conceptualisation, de rétention de l'information, de capacité de raisonnement scientifique, enfin là on a vraiment tout le kit. Et puis c'est très très robuste, ça va dans une seule direction. On a quelques études qui montrent des résultats en lecture et en écriture. Ces quelques études montrent des résultats positifs. Et puis, on en reparlerai un petit peu tout à l'heure, mais moi, à force de traîner avec des gens qui font de l'enseignement à l'extérieur, en lecture et en écriture, je suis assez persuadé que ça pourrait même être encore mieux et puis encore plus général. Donc, on pourra revoir ça. Et il y a quelques très rares études qui portent sur les sciences sociales, histoire, géo, au niveau primaire, secondaire. Et puis, quelques études qui portent sur les mathématiques. Et toutes ces études vont dans le sens d'un bénéfice global. Après, il y a des études qui rentrent un petit peu dans le détail où, par exemple, en didactique des sciences, on compare des activités qui portent sur une notion versus des activités qui portent sur une autre. Et là, quand on prend notion par notion, il y a des notions qui ne passent pas mieux à l'extérieur. Oui, donc ça, c'est à peu près pareil que si ça se passait en classe. Et puis, il y en a qui se passent beaucoup mieux à l'extérieur. Puis, en général, ça tient au caractère un peu tangible du phénomène qu'il y a derrière, quoi. Quand on est sur quelque chose qui est vraiment abstrait, le fait d'être dehors, ça a les effets positifs sur la santé, mais pas nécessairement sur la conceptualisation. Donc, en termes d'apprentissage scolaire, on a plutôt des résultats de recherche qui vont dans le bon sens. Et dans cette revue de portée, on a aussi regardé ce que ça pouvait avoir comme effet sur des déterminants du cheminement scolaire. Et puis là, on a trouvé des effets congruents, positifs sur la connaissance de soi, sur le climat scolaire, sur la motivation et sur le bien-être en contexte scolaire. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, dans mon équipe, le bien-être en contexte scolaire, on ne l'a pas complètement. C'est pas mieux que dans d'autres écoles, quoi, même si les enfants se sentent bien dans ces dispositifs. Donc, vous voyez, l'état de la littérature sur ces questions-là, c'est ça. Puis là, on a à peu près dans ces deux articles-là une vingtaine d'années de recherche. Et puis chacun des articles, là, celui-ci, il porte sur une quarantaine d'articles, et puis le précédent un petit peu moins. Et c'est que des recherches qui font une mesure des extrants, et puis qui contrôlent de manière rigoureuse les différentes choses qui pourraient interférer. Donc, l'enseignement à l'extérieur, l'enseignement dehors, ça paraît être bénéfique pour les apprentissages et pour la santé, donc ça donne de bonnes raisons d'en faire. Je vais vous parler un peu de la recherche qui m'occupe pas mal en ce moment, qui s'appelle Plein Air. Et c'est une recherche qui a démarré il y a 2 ans. Donc je vais vous dire un peu ce qu'on fait, je vais vous présenter quelques résultats, mais c'est une recherche qui est programmée sur 5 ans, donc on n'a que des résultats préliminaires pour l'instant. Néanmoins, je vais vous présenter ça. Puis je vais vous commencer par vous présenter une vidéo qui est périmée, mais je la trouvais intéressante. Au départ, dans ce projet de recherche, on le fait à la demande de milieux scolaires. Et c'est des milieux scolaires qui ont décidé de faire plus d'activités scolaires avec leurs élèves vers 2015 à peu près, à l'initiative de quelques enseignants. Et puis, ils ont demandé du soutien à leur hiérarchie pour pouvoir avoir de la formation, pour pouvoir avoir des infrastructures. Et ils ont pris comme une vitesse de croisière vers 2020-2021. Et la petite vidéo que je vais vous présenter là, c'est une vidéo qu'ils ont enregistrée en 2020 pour dire un peu comment ils se verraient plus tard. Donc ça donne un petit peu une idée d'où est-ce qu'ils partaient et puis de ce qu'ils allaient mettre en place.
je vais vous montrer ça. École de rêve, moi je pense qu'une école, notre école, qui nous permettrait avec des infrastructures, avec des ressources, avec du transport, qui nous permettent davantage d'avoir la nature encore plus à proximité, que le pas entre la classe puis entre l'extérieur soit facile à faire. Les mamans qui se promènent en poussette ou même les jeunes à vélo, c'est pas l'idéal. Sur une route régionale, ça passe quand même assez vite. Donc, c'est sûr que s'il y avait un sentier en arrière plus aménagé, l'école en profiterait pour la municipalité aussi. On fait des sciences déjà à l'extérieur parce que c'est facilitant, mais parce que ça ouvre les portes pour les enfants de créer sans avoir peur de salir. On aimerait ça aussi y aller en communion avec la nature pour y aller vraiment dans les apprentissages. Donc, avoir un endroit confortable puis stimulant à l'extérieur aussi. Aussi, quand on fait des sorties plein air dans le bois, qu'on part tout l'après-midi, il nous manquerait un espace, un endroit où est-ce qu'on peut se rassembler, s'asseoir, enseigner, faire des retours, se réchauffer. On pourrait mettre un petit tableau puis des petites tables pour travailler dehors, parce que les oiseaux, tu sais, que ça fait un bruit, c'est calme, là. Ça peut aider à faire des activités, puis à bouger plus à la place de rester assis tout le long dans une classe, sur une chaise. Des cours dehors, ça aurait été intéressant. Des cours de sciences dehors, ça aurait été intéressant. Moi, j'aimerais tellement aller dans les autres milieux qui vivent un peu la même chose que nous, mais découvrir une autre facette. Je pense que justement avoir une collaboration avec les autres écoles, puis en expérimentant leurs projets éducatifs aussi, bien, ça va vraiment ouvrir la porte à plusieurs possibilités, là. Les élèves vont découvrir des nouveaux milieux, ils vont découvrir aussi des nouvelles façons des choses qu'on ne fait pas ici, qu'on va faire ailleurs. Fait que je pense que ça va vraiment être bénéfique de justement mélanger la communauté pour en faire une plus grande. Pouvoir utiliser notre milieu qui est de la montagne au fjord. Donc, on va utiliser autant la montagne que le fjord et ça va permettre de décloisonner l'école, donc sortir des élèves à l'extérieur de l'école pour profiter justement de la nature qui s'expose à nous. Qu'est-ce qu'on apprécie, nous, en tant qu'enseignants, c'est le lien aussi qu'on peut faire avec les élèves. C'est vraiment un moment privilégié pour le lien. Puis aussi, on trouve que ça développe des belles attitudes de collaboration aussi. C'est pas le même contexte qu'en classe. L'extérieur est accessible, mais en même temps, on est quand même confortable, on est installé quand même pour apprendre, pour découvrir. Mais il y a des installations pour ça qui sont facilitantes. Ils sont déjà fiers d'habiter ici, les élèves, mais là, qu'ils deviennent fiers de leur école, mais nécessairement, ça va jouer sur leur motivation, leur goût de venir à l'école, puis leur goût de vendre leur école même, je dirais, à l'extérieur, auprès de d'autres élèves. C'est un peu ça qu'on veut. On veut voir la petite étincelle qui dans leurs yeux là, quand ils parlent de leur école. Donc voilà pour la présentation du projet pédagogique qu'il y avait au départ. Donc on est il y a 4-5 ans là à peu près. Puis je pense que le message que les enseignantes font passer dans la vidéo là, a été suivi parce qu'elles ont eu leur petit chemin pour pas être le long de la route, elles ont eu des endroits pour s'installer, des classes extérieures. Il y a une école qui a une yourte qui a été installée dans un boisé juste en arrière de l'école. Il y a des pavillons qui sont en construction dans des zones forestières pour pouvoir accueillir les élèves. Donc elles ont eu du soutien pour pouvoir développer leur projet. Et en fait, au moment où elles ont démarré leur projet, où les écoles ont démarré leur projet, là, il y a eu une demande qui a été faite à l'université d'aider les milieux scolaires à essayer de voir quel genre de retombées ça pouvait avoir sur les élèves. Donc c'est là
dont je vais vous parler est entré en compte. Donc on a commencé à travailler avec les milieux scolaires pour essayer de déterminer eux sur quoi est-ce qu'ils voulaient agir avec ce type de dispositif. Puis on a fait comme une espèce de mise en relation entre ce qu'ils voulaient travailler, ce à quoi on pouvait s'attendre d'un point de vue scientifique au regard de la recherche. Et donc on s'est entendus tous ensemble sur l'idée qu'on allait essayer de regarder comment ce qui était développé dans cette région du Québec là pouvait influencer la santé, le cheminement scolaire et le développement global des élèves. Alors, vous voyez qu'avec ce que je vous ai présenté comme littérature, là, on peut comme faire des hypothèses, mais ce qu'on est les premiers à faire, et puis on n'aura pas les résultats aujourd'hui, mais peut-être une prochaine fois, c'est qu'on va regarder ce que ça donne de manière durable. Parce que toutes les études que je vous ai présentées, là, elles regardent quand on vient de finir l'activité dehors ou 2-3 semaines après, si vous voulez. Là, nous, ce qu'on voudrait voir, c'est sur 5 ans. Est-ce que ça change quelque chose? Est-ce on joue sur le global? Et puis l'autre chose, c'est que les études que je vous ai présentées avant, elles fonctionnent pas mal en silo. On regarde le bien-être, on regarde l'anxiété, on regarde les notes, on met jamais tout en même temps. Puis il peut y avoir comme plein de variables confondues qui peuvent expliquer des effets ou des relations là-dedans. Donc nous, on a essayé d'avoir une approche un petit peu plus générale, de manière à pouvoir saisir les interrelations entre tout ça et puis mieux comprendre les phénomènes qui sont en arrière-plan. Donc pour faire ça, on a réuni une grosse équipe. Il y a une quinzaine de chercheurs qui travaillent sur le projet que je vais vous présenter là. Quelques-uns sont en éducation, il y a des gens qui sont en santé, il y a des gens qui sont en psycho, il y a des gens qui sont en travail social, il y a des gens qui sont en philo. On a plein d'étudiants qui viennent là-dedans. Pour les collègues chercheurs, si vous voulez recruter des étudiants, ce genre de thématique, ça les intéresse. Ça les intéresse parce qu'ils ont conscience, je pense, des enjeux que vivent les prochaines générations. Et donc, le fait d'avoir à réfléchir sur des dispositifs qui sont de nature à changer un peu le rapport au monde, c'est quelque chose qui les intéresse. Donc, on a mis en place un suivi longitudinal sur 5 ans, pendant lequel on va faire régulièrement des portraits de comment les élèves évoluent au plan de leur développement global, de leur santé, de leur cheminement scolaire. Et puis surtout, dans lequel on monitore en temps réel ce qu'ils vivent à l'extérieur, classe par classe. Qu'est-ce qui est fait à l'extérieur? Quel genre de contenu on travaille? Comment on le travaille? Quels sont les supports pédagogiques? Quelles sont les intentions? Et donc, pour mettre tout ça en place, on a inventé on va dire une usine à gaz, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, pour aller regarder le détail de ça. D'abord, on a travaillé avec les équipes pédagogiques pour voir comment on pouvait créer un dispositif pour monitorer leurs activités. Là, concrètement, on s'est réunis, les chercheurs et puis les enseignants, et puis on leur a dit, écoutez, si on veut faire ce que vous voulez qu'on fasse, il va falloir qu'on voit à peu près tout ce que vous faites, puis ce serait bien qu'on le fasse pendant longtemps, comme on veut faire du long terme. Donc, qu'est-ce qu'on peut convenir ensemble qui fait que vous n'allez pas nous jeter dehors au bout de 6 mois, parce que vous allez en avoir marre. Et donc là, les enseignants ont inventé un dispositif qui est super et qui fonctionne bien. Ils nous ont créé des espaces de partage dans lesquels ils déposent toutes les traces qu'ils ont de leurs activités. Alors, de temps en temps, c'est des planifications, de temps en temps, c'est des photos, de temps en temps, c'est des vidéos, de temps en temps, ils parlent à leur téléphone en se filmant et puis ils nous déposent ça. C'est déposé en temps réel sur un drive et puis j'ai une équipe qui monitore tout ça en temps réel. Et puis pour chaque activité, ils isolent un certain nombre de variables. Combien de temps ça a duré, quel est le contenu qui est travaillé, comment on a une manière de coder tout ça que je vous expliquerai un petit peu plus en détail tout à l'heure. Quel est le contenu, comment les élèves l'ont vécu, quels sont les extras. Enfin, donc on essaie de faire un portrait de tout ça. Et puis dans notre modèle de recherche, tout ça, c'est des choses qu'on va utiliser comme des variables explicatives pour voir comment ça influence les apprentissages des élèves. Ensuite, comme on monitore ce qui se passe du côté des élèves, on les rencontre régulièrement. Donc on va les voir pour leur faire passer des questionnaires qui sont essentiellement basés sur des épreuves, des outils standardisés en fait pour voir leur développement global, quoi. Et on les rencontre aussi pour des tâches qui sont plus de nature motrice ou sensorielle. On les rencontre à 2 reprises par an pendant 1h30 à peu près. On questionne les parents aussi pour voir un petit peu ce qu'ils perçoivent du comportement de leur enfant à l'école et puis comment il évolue, pas à l'école mais à la maison, puis comment ça évolue dans le temps. Et puis on recueille aussi des données d'actigraphie, donc c'est des données qui permettent d'avoir une idée des mouvements que font les enfants et puis de comment ils bougent.
je vous en reparlerai un petit peu, mais on recueille aussi des données sur comment les enseignants vivent le dispositif, comment ils se forment, qu'est-ce qu'ils en retirent, et puis quel effet ça peut avoir sur eux. J'ai pas de résultats à vous présenter pour l'instant là-dessus. Puis le principe, c'est on a essayé pour chaque variable qu'on étudie, donc vous voyez, là vous avez la liste des variables qu'on regarde en détail. On a essayé, chaque fois que c'était possible, d'avoir un outil de mesure qui était validé par la recherche, qui permettait de prendre des mesures standardisées, puis qui permettait d'avoir des données populationnelles aussi, mais c'est pas toujours possible, alors des fois il n'y en a pas. Par ailleurs, on recueille aussi des données scolaires, c'est-à-dire que les milieux scolaires nous envoient les notes des enfants. Quand il y a des plans d'intervention, ils nous envoient des informations sur comment. Un plan d'intervention, c'est ce qu'on met en place pour soutenir les élèves qui ont des difficultés. Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle dans votre environnement, mais vous avez l'équivalent. Et on regarde comment il évolue dans le temps. D'ailleurs, on a des évolutions qui sont assez intéressantes. On regarde aussi est-ce que les enfants sont absents ou pas. Et puis, donc, on fait un suivi assez proche de ça. Et on réalise aussi régulièrement des observations. Donc, on accompagne les enseignants et puis les classes dans des activités à l'extérieur. Tout à l'heure, je vais vous montrer des exemples d'activités. Vous allez voir nos talents de photographe quand on les accompagne. Et toutes ces mesures qu'on prend là, on les synthétise et puis on vérifie leur vraisemblance et leur validité pour les enseignants. C'est-à-dire qu'on fait comme des portraits de ce qui se passe par classe, de comment on analyse les activités, on leur demande tout ça, et puis là ils nous disent bah non, là vous travaillez du bonnet, c'est pas intéressant. Et puis ah oui, là ça c'est vrai que c'est. Donc on ajuste nos mesures en fonction de cette vraisemblance-là. Puis ensuite, ce qu'on fait, c'est que on essaie en fait de quantifier comment les caractéristiques de l'enseignement en nature rebondissent sur les caractéristiques des élèves. Et puis, on utilise des modèles d'analyse multiniveau pour faire ça, qui sont des modèles statistiques qui permettent de regarder tout ça. Donc, on a recueilli un an de données par rapport à tout ça. Alors, évidemment, comme il y a plein de variables, je ne vais pas m'amuser à vous présenter en détail ce qu'on a eu sur notre première année de recueil parce que ça noie un peu. Mais j'ai choisi 3 résultats qui me paraissent intéressants et puis suffisamment encourageants pour se dire que ça vaut la peine de mettre en place ce type d'activité-là. Alors le premier résultat, c'est un résultat tout bête de santé. Je vous ai dit, on recueille dans ce projet des données d'actigraphie. Donc un actigraphe, c'est le petit outil électronique qui fait que votre téléphone, quand vous le penchez, il change son image de côté. En fait, ça enregistre des vecteurs de force. Alors nous, nos actigraphes, c'est des petites montres que portent les enfants. Et puis en fait, ce qu'enregistre cet actigraphe, c'est quel genre de mouvement fait la montre. Est-ce que c'est un mouvement horizontal? Est-ce que c'est un mouvement vertical? Est-ce que c'est un mouvement oblique? Et puis la force de ce mouvement-là. Et on fait porter pendant 2 semaines dans l'année cette montre-là jour et nuit aux enfants pour voir un petit peu ce que ça fait sur leur mouvement. Alors, évidemment, ça enregistre des vecteurs de force avec des axes directionnels, mais ce qu'on est capable d'inférer de ça, c'est quel est le degré d'activité des enfants. Puis, je ne sais pas si vous avez déjà vu les préconisations de l'OMS par rapport à l'activité des enfants, mais elles sont assez connues. Ça se dit entre 5 et puis 18 ans, les enfants, il faut qu'ils bougent de manière modérée à intense, au moins 1 heure par jour. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. Traduit en termes clairs, ça veut dire quoi? Alors, une activité modérée, c'est une activité où on a le rythme cardiaque qui s'accélère un peu, mais où on n'est pas vraiment essoufflé. Okay? Donc, par exemple, quand on marche un peu vite, on est capable de parler, mais on a le rythme cardiaque qui s'accélère. Ça, c'est une activité modérée. Puis, une activité intense, c'est quand on commence à avoir du mal à parler. Okay. Donc nous, là, ce qu'on a regardé, c'est dans les périodes dans lesquelles on enregistre les données d'actigraphie, comment ils se situent nos élèves là. Et puis comment ils se situent par rapport aux données populationnelles dont on dispose sur la question. Alors là, au Canada, il y a des données populationnelles qui sont assez contrastées sur la question, mais on va dire quand c'est pessimiste, les études elles trouvent qu'il y a 10% des enfants qui atteignent ces cibles-là. Et puis, les plus optimistes, c'est 30%. Et les plus optimistes, c'est avec des enfants qui pratiquent du sport à haut niveau, donc ils ne sont pas forcément super représentatifs de tous les enfants. Donc, bref, on est plutôt quand même assez loin du 100% des enfants qui font ça. On demeure assez loin dans les écoles qui vont beaucoup à l'extérieur, avec lesquelles on travaille. Néanmoins, on a quand même
50% des élèves qui atteignent ça, donc c'est quand même plutôt pas mal plus que dans tous les autres milieux scolaires. Donc déjà ça c'est intéressant. Donc c'est les graphiques que vous avez là, ça représente comment ça se distribue en fait entre élèves. Donc ce qu'on voit, c'est qu'il y en a qui bougent quand même pas beaucoup, puis qu'il y en a qui bougent énormément par contre. Mais toujours est-il qu'on a quand même une proportion importante des élèves qui est plus importante que dans les études populationnelles, qui atteint les cibles de l'OMS. Et puis ce qui est intéressant, c'est que la contribution de l'école là-dedans est énorme. Parce que là, nos élèves, ils passent en moyenne 1h30 en activité modérée à intense dans les écoles, là, dans les milieux dans lesquels on travaille. Et sur cette heure 30, il y a plus de la moitié du temps passé en activité modérée à intense qui est dû à l'école. Et ça, quand on compare avec des données populationnelles, l'année dernière, on a recueilli avec des données de contrôle. Je peux vous dire que quand les enfants vont pas dehors, quand ils sont en éducation physique, ils bougent de manière modérée à intense, mais ça s'arrête à peu près là. Un petit peu en récré, des fois, ça dépend de comment les récréations sont animées. Donc là, on a quand même un effet là-dessus qui est intéressant. Puis je vais vous passer le détail des résultats là-dessus, mais ce qu'on a mesuré, c'est des répercussions dans les choix qui sont faits à la maison. C'est-à-dire que les enfants, en bougeant plus à l'école, et quand leurs enseignants les font passer plus de temps à l'extérieur sur le temps scolaire, ils vont avoir plus tendance à choisir des jeux libres à l'extérieur quand ils sont à la maison. Donc c'est assez intéressant comme résultat. Et puis, tout à l'heure, je vous disais qu'il y avait un certain nombre de problématiques de santé publique qui pouvaient être évitées par les habitudes de vie. La majorité de ces habitudes-là sont liées à un excès de sédentarité. Donc ça lutte directement contre. Donc ça, c'est un premier résultat que je voulais partager avec vous. Un deuxième, c'est que on a un lien assez fort entre, non, pas assez fort, on a un lien entre le type de pédagogie que les enseignants mettent en place quand ils vont à l'extérieur. Donc, les enseignants qui vont à l'extérieur mettent en place des pédagogies qui sont plus coopératives qu'à l'intérieur. Et figurez-vous que la conséquence de ça, c'est que les parents, à la maison, ils sentent plus de comportements d'entraide chez leurs enfants. Donc ça, c'est assez intéressant quand même. Quand on est dans un contexte mondial, on va dire, où le vivre ensemble et puis le soutien entre les uns et les autres peut poser problème, là, on a une activité qui est menée à l'école qui semble avoir un impact sur la perception que les parents ont des gestes d'entraide chez les élèves. Puis on a observé aussi le classique résultat d'un lien entre les résultats scolaires en sciences et les types de pédagogie qui sont développés à l'extérieur, avec une relation positive qui est assez tangible là. J'ai fait un premier traitement des résultats, parce que là, je vous montre des résultats qu'on a recueillis auprès de 85 élèves. J'ai rentré il y a peu de temps les résultats auprès d'une cohorte de 260, et on obtient la même chose. C'est juste, j'ai pas eu le temps de mettre tout en forme pour vous mettre ça beau, pour vous le présenter, mais ce qu'on obtient là est cohérent avec tout ça. Donc on continue le recueil sur ce projet-là, et on monitore aussi ce qui se passe du côté des enseignants. Alors je vous en ai pas parlé, mais c'est quand même un élément qui est important à avoir à l'esprit. Il n'y a pas beaucoup de recherches sur les retombées que ça peut avoir pour les enseignants, mais il y en a quand même quelques-unes. Et ces recherches-là, elles montrent que ça contribue à l'engagement des enseignants, à leur bien-être au travail, et puis à leur sentiment d'efficacité en termes de gestion de classe, d'efficacité personnelle en termes de gestion de classe. Alors nous, ce qu'on voit dans le projet, en fait, c'est que quand ils commencent ce type d'activité-là, ça chute, parce qu'on perd un peu de contrôle, c'est assez normal, mais au bout de quelques temps, ça rebondit, et puis après ça l'améliore pour la question de la gestion de classe. Donc vous voyez, ça fait un ensemble de résultats qui est quand même assez encourageant, et puis qui pour moi fait que, du point de vue scientifique en tout cas, si on me demande, moi en tant que chercheur, est-ce qu'au regard de ce qu'on connaît actuellement, ça vaut le coup de faire de l'enseignement à l'extérieur? Oui, ça vaut le coup. Il y a quand même des résultats qui vont largement dans ce sens-là. Alors maintenant, la question qui se pose, c'est ok, mais on fait quoi dehors? C'est ce que je vais vous présenter maintenant. Je vais vous présenter une variété de choses, de la maternelle à l'université.
Des exemples qui sont simples au niveau pédagogique, parce que des fois ça peut être super simple en fait, il n'y a pas besoin de beaucoup se prendre la tête. Puis des choses qui sont un petit peu plus chiadées au niveau pédagogique, donc comme ça il y aura un petit peu de variété. Il y a un certain nombre des activités que je vais partager avec vous là qui sont dans ce petit livre qu'on a publié il y a peu de temps et puis qui est disponible en accès libre. Donc si ça vous intéresse d'avoir des exemples d'activités, pareil, vous prenez le code QR là et puis vous pouvez utiliser ça. C'est gratuit et accessible. Et puis c'est une étudiante au doctorat à moi qui est artiste par ailleurs, qui a fait la facture graphique. C'est super beau, je trouve. Donc vous pourrez regarder puis vous me direz ce que vous en pensez. Alors, en fait, quand on veut enseigner dehors, on peut faire des choses qu'on ferait à l'intérieur, mais dehors, tel que tel. Et puis, ça marche très bien. Et puis, ça va chercher tous les effets positifs sur la santé que j'ai donné tout à l'heure. Pas nécessairement les effets positifs au niveau pédagogique, parce que ça tient un peu plus à des gestes professionnels précis. Par contre, sur la santé, ça y va. Et par exemple, il y a beaucoup d'enseignants qui, à la maternelle, vont faire des temps de jeu libre à l'extérieur dans des modules de jeu. Alors là, c'est pas une photo à la maternelle, mais c'est parce que c'est un module de jeu qu'il y a dans une des écoles avec lesquelles je travaille. Et j'avais pas de photo du module de jeu dans l'école, donc j'ai pris une photo sur un site internet où il y avait la même. Déjà ça, imaginez, alors je sais que c'est pas ça dans les programmes français, mais au Québec, les enfants, quand ils sont au préscolaire, en maternelle 5 ans, ils ont 2 périodes de jeux libres par jour. Donc ça veut dire déjà, si on va faire les jeux dehors, même quand il fait beau, ça veut dire que par semaine, on peut quand même se faire du 6-8 heures dehors et puis aller chercher des bénéfices pour la santé et le mouvement qu'on peut avoir. Et puis avec zéro ingénierie didactique ou pédagogique derrière, parce que c'est pareil qu'à l'intérieur. Alors je dis zéro ingénierie, mais en fait, on peut mettre en place de l'ingénierie et puis faire des trucs super sympas aussi. J'ai une étudiante qui est orthopédagogue là et qui travaille à comment est-ce qu'on pourrait aménager le matériel qui est mis à disposition des enfants à l'extérieur pour qu'ils fassent des jeux en lien avec la littératie. Puis là, elle fait une analyse comme ça de qu'est-ce qu'on peut mettre et puis qu'est-ce qu'on peut amener dehors, comment est-ce qu'on peut accompagner ça. Puis en fait, elle fait de l'éveil à la littératie sur des temps de jeu libres avec ce qu'elle imagine. Donc voilà. Deuxième exemple que je voulais vous donner pour la maternelle, c'est une activité là que les enseignants ont appelé le vélo phonologique. C'est pas tout à fait de la phonologie, mais l'idée est excellente et puis ça peut s'adapter de bien des manières. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé dans la cour de l'école un petit parcours dans lequel il y a des lettres qui sont écrites au sol. Et les élèves font un parcours. Alors là, ils étaient en vélo, mais ça pourrait être en trottinette, ça pourrait être en courant, ça pourrait être. Enfin, vous pouvez faire comme vous voulez avec ce que vous avez. Mais l'idée, c'est l'enseignant disait sur quelle lettre les enfants devaient aller. Les enfants devaient trouver la lettre, pédaler jusqu'à la lettre et en arrivant dessus, dire le son que fait la lettre. Donc vous voyez, c'est comme ça ressemble beaucoup à ce qu'on peut faire en coin regroupement dans une classe de maternelle, mais là on est à l'extérieur dans un contexte dans lequel les enfants bougent davantage et puis ça crée une certaine forme d'ancrage. Et puis c'est très simple à faire ça en fait. Hein. C'est vraiment il y a pas besoin de préparation supplémentaire. Alors après il peut y avoir des projets, y compris à la maternelle, qui prennent des préparations supplémentaires. Puis je vais vous en présenter un brièvement là parce que ça a été un petit coup de cœur pour moi quand je l'ai observé. Le temps des sucres au Québec, c'est le moment de l'année où on récupère l'eau des érables pour faire le sirop d'érable. Donc, c'est un moment important culturellement, le sirop d'érable au Québec. Et donc là, il y a une enseignante, c'est vers le mois de mars qu'on recueille l'eau d'érable. Et là, il y a une enseignante qui s'était dit avec ses élèves de maternelle, moi, je veux qu'on fasse le temps des sucres. Donc, je veux que quand on arrive au mois de mars, on aille recueillir l'eau d'érable, qu'on fasse les entailles, qu'on récupère ça dans une chaudière et puis qu'on le bout pour faire du sirop d'érable. Et en fait, elle a commencé à travailler là-dessus, sur un projet filé, dès le début de l'année. Et elle l'a ancré, en fait, dans ses disciplines, quoi. Elle a fait de la lecture avec ça, elle a fait donc de la littératie, elle a fait de l'art, et puis je vais vous expliquer comment. Alors, au tout départ, quand elle a initié le projet, l'enjeu qu'elle avait, c'était que les élèves ils sachent reconnaître les érables, parce que c'est quand même un premier point pour savoir où faire les entailles. Et puis pour attirer leur attention,
on arrivait vers l'automne. Alors, l'automne au Québec, et puis le moment où les érables perdent leurs feuilles, c'est vers la mi-septembre. La rentrée est fin août. Donc, vous voyez, on est quelques semaines après la rentrée. Et donc, là, elle a introduit cette idée-là avec l'arbre qui a peur de l'hiver, qui est une espèce de petite anthropomorphisation d'un érable qui perd ses feuilles parce qu'il sent qu'il y a le froid qui arrive et puis ça le fait trembler et puis il a peur. Donc c'est une œuvre de littérature de jeunesse qui est pas mal, qui permet de voir un peu la forme des feuilles d'érable qui sont un bon indicateur pour pouvoir le reconnaître. Puis donc elle a initié ça avec ça. Ils ont fait des sorties pour repérer les érables. À partir de là, les élèves ont créé comme leur clé d'identification pour les repérer. À 5 ans, hein, quand même, c'est pas mal. Et ensuite, elle s'est dit, pour les garder là-dessus, on va aller faire un petit peu de motricité et puis on va faire un petit peu d'art en même temps. Puis alors, il a eu une idée que j'ai trouvée très mignonne. Moi. Il s'est dit, comme dans le livre, les arbres, ils ont froid. Ce qu'on va faire, puis ça va nous permettre de travailler un peu l'empathie, on va faire des tricotins avec des belles couleurs pour habiller les arbres. Et donc, elle a créé son tricotin, elle l'a développé, puis les élèves sont allés l'attacher comme une écharpe autour des érables. Puis donc, elle a continué à filer comme ça, et puis à voir différents reportages, à faire venir des gens de la série Culture pour voir comment ça pouvait fonctionner. Puis au mois de février, ils ont commencé à se préparer à aller dans une érablière du village, avec un partenariat avec un membre du village. Et puis les élèves ont fait quelques entailles et posé quelques tubulures pour pouvoir recueillir l'eau d'érable. Ils ont bouilli un petit peu de sirop et puis ils sont repartis avec leur canette de sirop d'érable. Donc, donc là, on a un projet qui est vraiment sur le long cours, qui est interdisciplinaire, où on voit plein de choses. Là où il y a des super possibilités aussi, donc je passe au primaire maintenant, c'est dans le champ des mathématiques. Alors je vais vous donner juste quelques exemples, mais dans les activités très intéressantes que des enseignants nous ont partagées, en fait, vous imaginez toutes les activités qu'on fait autour de la reconnaissance des formes, de l'étude de leurs propriétés, les mesures et tout ça, ça on peut les faire en vrai quand on est à l'extérieur. Donc j'ai vu des super activités par exemple où les enfants allaient ramasser des morceaux de bois pour construire des carrés et puis il fallait qu'ils s'outillent pour être capables de faire un carré et puis prouver que c'était un carré. Et ça les amuse beaucoup de faire ça. Et puis on peut le faire aussi sur des figures en 3D. Là où j'ai vu la plus belle activité que j'ai repérée pour l'instant sur l'enseignement des mathématiques, c'était sur des activités qui visaient les mesures et les proportions, avec des élèves assez grands. Puis je vais vous la raconter pour que vous voyez ce qu'elle avait d'intéressant à mes yeux. Donc on est un après-midi dans une classe multiniveau, avec donc c'était des élèves de 5e, 6e année. On est accueilli dans la classe par l'enseignante qui explique à ses élèves, vous vous souvenez, on suit un petit peu, alors je ne me rappelle plus, c'était le marathon de Boston qu'il y avait, un marathon dans le coin de chez nous. On suit ça. Ils avaient étudié un peu les statistiques des coureurs, puis ils avaient besoin de réfléchir. Les élèves ne se rendaient pas compte de la vitesse que ça pouvait donner quand on courait le marathon avec la vitesse qui était donnée. Puis donc là, l'enseignante, elle a accroché ses maths là-dessus. Et puis, dit, on va pas courir 50 et quelques kilomètres pour faire comme... Par contre, ce qu'on peut faire, c'est on va courir une petite distance qu'on est capable de courir, le plus vite qu'on peut, puis on va regarder si quand on fait ça, on va plus vite que les marathoniens ou pas plus vite. Donc, elle explique ça en classe, en donnant tout son contexte, en montrant des vidéos, donc plutôt ancré. Hein. Alors là, les élèves, ils s'ennuyaient, mais alors... ça n'a pas pris du tout. Ils étaient vraiment amorphes et puis pas plus intéressés que ça. Puis là, elle fait, on va aller dehors, on va le faire. Et alors on est allé dehors et les élèves se sont complètement transformés quand ils sont arrivés dehors. D'abord, il a fallu elle leur dit, donc la première chose, c'est qu'il va falloir qu'on délimite la distance de course. Puis ils avaient convenu d'une échelle, là, donc ils avaient 100 mètres à calculer, je crois, quelque chose comme ça. Donc là, avec l'extérieur, comment est-ce qu'on fait pour aller calculer plusieurs couloirs de 100 mètres ? Il n'y avait qu'un seul mètre pour le faire. Là, les élèves, on pourrait peut-être aller chercher des branches et puis avoir un étalon avec une branche de 2 mètres, par exemple, et puis on la reporte 25 fois. Donc, vous voyez, ils commencent déjà à calculer en discutant entre eux. Ils commencent à poser leurs choses. Et alors là, j'ai vu quelque chose que j'ai jamais vu de ma vie. Ils se sont fait des blagues en mathématiques.
Alors, je vous dis ce que j'ai entendu. Puis c'est des élèves dans un petit village rural, pas spécialement favorisé ni rien, qui étaient complètement endormis quand on leur a présenté l'activité en classe. Et puis, il y avait un petit groupe de 2, des élèves un peu toniques. Ils arrivent à 50 mètres. Et puis, il y a le premier élève qui fait « Ah, c'est bon, on a fait la moitié. » Puis le deuxième qui fait « Non, on a fait 2/4. » Et là, les deux qui étaient morts de rire. C'est assez rare de voir ça dans des cours de mathématiques. Je ne sais pas si vous partagez mon avis. Donc, vous voyez, ça donne comme un espèce de rapport plus concret à la matière. Et même pour des adultes, j'ai une enseignante une fois qui a passé une notion sur le théorème de Pythagore en faisant des mesures de hauteur d'arbre. Et puis elle m'a dit qu'en le faisant, en fait, elle avait mieux compris elle-même ce qu'il y avait derrière. Et on est vraiment sur une projection avec Pythagore, quoi. Donc il y a énormément de possibilités en mathématiques. Dans le petit guide qu'on a fait, il y en a beaucoup. Le guide qu'on a fait là, ça représente des activités qui avaient été partagées par 8 enseignants il y a 2 ans. Là, on va sortir en janvier la deuxième volume de ça. Et dans le deuxième volume, on suivait 16 enseignants. On va en sortir un tous les ans pendant toute la durée du projet. Ça permet aux centres de services scolaires d'avoir des outils de formation. Puis ça nous permet d'avoir des outils de formation aussi pour les futurs enseignants. Donc, en mathématiques, il y a beaucoup de possibilités aussi pour des activités interdisciplinaires. Alors là, je vous ai mis une petite activité sur les champignons. Donc, on est vraiment sur aller cueillir des champignons avec une introduction qui s'est faite par une œuvre de littérature de jeunesse qui stylise un peu les champignons. Puis là, les élèves sont passés depuis des relevés d'espèces dans leur environnement à des clés d'identification, à l'apprentissage du vocabulaire qui permet de décrire le champignon, à l'invention de l'histoire du champignon, comme dans l'ouvrage d'Iris Gravel. Donc on est vraiment sur des choses qui sont liées entre elles. Et, dernier exemple pour le primaire, ça a été mon activité coup de cœur de l'année dernière, ça. Dans l'album L'Ennemi, en fait, ça raconte l'histoire de 2 poilus dans les tranchées pendant la Première Guerre mondiale, qui sont les 2 seuls à rester chacun de leur côté, chacun dans une tranchée, quoi. Et y a un des 2 poilus qui commence à écrire une lettre, qu'il imagine envoyer à celui qui reste en face. Et puis, il lui parle de lui. Et donc, les enseignantes, c'était une classe où il y avait deux classes qui étaient réunies avec 2 enseignantes qui ont mené cette activité-là. Donc, les enseignantes, elles sont allées à l'extérieur pour lire l'histoire aux élèves. Elles sont allées une autre fois à l'extérieur pour qu'ils réfléchissent à si eux, ils avaient à rédiger une lettre de ce type-là, que pourraient-ils mettre dedans? Ils ont un peu travaillé à l'intérieur pour rédiger leurs lettres et puis pour avoir des rétroactions. Et puis, ils ont fait, et moi c'est à cette partie-là que j'ai assisté puis que j'ai trouvé ça formidable, ils ont fait une sortie où ils ont creusé une tranchée et ils ont brûlé leurs lettres, vraiment, hein, comme si, et ils se les sont lancées. Et donc, chaque élève a récupéré une lettre qui avait été envoyée par un autre élève, l'a lue et a restitué à l'élève qui lui avait envoyé ce qu'il avait compris, ce qui l'avait étonné, et puis il lui a fait une appréciation de ce qui avait été envoyé. Et là, on est avec des élèves qui vraiment aiment pas écrire habituellement, hein, et puis que ça les passionne pas, quoi, ça. Et ils ont rédigé des écrits qui étaient très développés. Et puis, en plus de faire des écrits très développés, ils ont développé une posture d'auteur et de critique littéraire quand ils ont lu. C'est-à-dire qu'ils ont fait vraiment une restitution à la fois bienveillante et assez riche et assez factuelle de la qualité littéraire de ce qui avait été écrit par l'autre, de son contenu. Donc ça il y avait quand même un petit supplément d'âme qui était là. Puis quand ils se sont lancés, les images, les lettres, c'était assez beau. Donc je vais arrêter là le primaire. J'avais prévu des exemples en plus, mais on va pas trop avoir le temps, mais parce que je veux passer un petit peu sur tous les niveaux. Pour le secondaire, là, je vous ai mis un exemple avec une situation problème de secondaire en sciences. Puis ça c'est le genre de choses qui marche super bien, hein. Donc la mise en situation, c'était, il y a un petit boisé derrière l'école, donc un petit bois. Il y a un promoteur qui veut faire une aire de camping-car dessus. Les enfants de l'école et puis les personnes qui habitent autour sont pas trop d'accord parce qu'ils trouvent que c'est une petite pépite de biodiversité, ce boisé.
Puis donc là, la mise en situation, c'est vous êtes les élèves, essayez d'aller faire une étude de la dite biodiversité, puis un relevé d'espèces, pour convaincre que c'est important de le faire. Donc les élèves ont fait leur relevé d'espèces avec, ils avaient leur petite boîte, ils ont été relevés un peu les différentes choses qu'ils ont trouvées, ils ont fait des recherches pour savoir si ce qu'ils ont trouvé c'était quelque chose de rare ou pas au plan de la diversité locale et puis de l'écosystème local. Et puis à la fin, ils sont arrivés à une position, là en l'occurrence, ils n'avaient rien trouvé de très exceptionnel, donc ils n'étaient plus trop d'accord avec l'idée que fallait absolument pas pour des raisons de biodiversité, mais ils ont fait leur relevé de biodiversité. Deuxième exemple au secondaire, on est dans un contenu pareil qui, de manière générale, ne passionne pas les foules. C'était un enseignement de grammaire sur les subordonnées complétives. Alors, je ne suis pas sûr qu'en France ça s'appelle subordonnées complétives, mais c'est comme quand on fait la cabane que j'ai observée au loin était... Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle en France, mais donc au Québec, c'est ça les subordonnées complétives. Puis là, l'enseignante, elle a voulu avoir une approche un peu inductive de ça, et donc que les élèves créent des textes avec des subordonnées complétives, et puis après, à mettre sa matière par-dessus, en leur donnant un nom, et puis en leur faisant générer des textes nouveaux par là-dessus. Et ce qu'elle a fait, en fait, c'est ils sont partis dans une montagne, et puis elle a demandé, en montant la montagne, aux élèves d'être attentifs à leur perception des éléments de la nature qui étaient autour d'eux. Donc les élèves, ils percevaient des chants d'oiseaux, ils percevaient alors il y avait des vaches aussi, donc ils entendaient les vaches qui bougeaient, il y avait du vent dans les arbres, il y a tout un tas d'éléments comme ça. Et en fait, étage après étage, l'enseignante, elle a apporté des éléments et des questionnements pour que les élèves produisent des phrases un peu plus complexes. Puis donc, petit à petit, ils ont fini par produire des enchâssements qui avaient des subordonnées complétives. Donc là, elle est venue expliquer, voilà, c'est comme ça que ça s'appelle, c'est comme ça que ça s'accorde, c'est comme ça qu'on procède. Puis ensuite, elle leur a fait faire des exercices. Et donc les élèves ont beaucoup marché pour cette activité en montagne. Et puis, ils ont produit des textes qui étaient assez intéressants et en sachant quoi écrire. Parce que là, ils avaient le chien qu'ils ont entendu au loin parce qu'il n'était pas devant. Et donc, c'était ancré sur leur réalité. Et je les ai recroisés là, en début d'année. Par curiosité, je leur ai demandé s'ils se rappelaient ce qu'ils avaient vu dans cette activité-là, qui était au mois de mars l'année dernière. Puis ils m'ont dit, oui, les subordonnées complétives. Dernier petit exemple pour le secondaire, c'est une enseignante de sciences en fait, qui avait son examen de fin d'année, donc un examen qui regroupe toute la matière de l'année. Plutôt que de réviser en classe, elle a amené ses élèves au bord de la rivière. Elle les a mis par groupe de 3 avec leur cahier. Donc oui, là, ça ne demande pas de préparation particulière, quoi. Puis ils ont révisé comme ça. Et ce qu'elle a remarqué, ce qu'elle nous a partagé, c'est que les élèves posaient davantage leurs questions comme ça, et puis encore plus quand on était dans le déplacement pour aller à la rivière ou pour revenir à l'école. Donc c'est comme si ça créait des espaces d'échange qui étaient intéressants. Donc voilà. Je vous ai mis aussi un lien là, je pense que Fabrice, tu pourras peut-être partager le diaporama si certaines personnes sont intéressées. On a des membres de notre équipe, notre équipe en fait a travaillé sur l'orthopédagogie en contexte extérieur. Donc l'orthopédagogie, c'est les prises en charge qui sont offertes au Québec pour les élèves qui ont des difficultés d'apprentissage. Et donc dans ce guide-là, il y a tout un tas d'activités qui peuvent être proposées pour des élèves qui ont des difficultés. Puis je vous ai mis un article qui explique un petit peu comment ont été élaborées ces activités, et puis par quel type d'activité de recherche. Donc ça peut vous donner un aperçu, mais c'est juste pour vous dire que l'enseignement à l'extérieur, ça peut aussi aider des élèves qui se sentent pas bien à l'école et qui ont des difficultés à apprendre en les sortant dans un autre environnement où on apprend différemment. Et donc là, c'est un petit peu ça qui est mis en avant. Et en venant dans l'avion, là, j'ai expertisé un article qui venait des États-Unis où les auteurs faisaient une méta-analyse des travaux qui portaient sur le caractère équitable ou inéquitable de l'enseignement à l'extérieur. Et ils ont mis en avant le fait que ça avait un impact qu'ils qualifient d'équigénique. Alors équigénique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les études qui comparent les bénéfices que ça peut avoir pour des enfants vulnérables versus non vulnérables, les études concluent que ça a des effets positifs pour tout le monde, mais un peu plus positifs pour les enfants vulnérables. Donc c'est aussi assez intéressant de ce point de vue-là. Je vais vous montrer
une activité qui concerne l'enseignement supérieur et puis après le temps sera terminé. Mais donc là, on se retrouve dans un contexte postsecondaire au Québec avec des élèves qui ont 18 ans, qui sont dans des parcours préuniversitaires. Donc ils ont de la philo à faire. Puis donc là, ils vont faire de la philo et ils vont vous dire un petit peu ce que ça donne. C'est dans une région du centre du Québec. Quand on parle de philosophie, il n'y a pas juste l'aspect psychologique, il y a aussi l'aspect physique du corps. Fait que le fait qu'on puisse mélanger les deux, qu'on puisse vraiment travailler notre corps, travailler notre esprit en même temps, je trouve que ça se complète vraiment bien. Je m'attendais pas à ça, en fait. Mais pas à ce cours-là, vraiment. Parce que moi, on m'a dit combiner philosophie et éducation physique. Je pensais qu'on faisait juste des randonnées, qu'on parlait en même temps. Mais le fait d'arriver en haut d'une montagne, puis après ça, de parler de philosophie, c'était comme un peu époustouflant de voir la vie, puis après ça, de faire de la matière. Il y a de la matière. Oui, on fait notre éduc, on fait notre philo, mais il y a tout l'aspect autour de presque communauté de classe qui se crée, qui est vraiment le fun. Juste le fait de pouvoir être en nature, faire des feux, regarder le ciel, l'ours polaire, c'est vraiment des belles expériences. Parce qu'on dirait pas que c'est un cours. Moi, je dirais que c'est ça. On dirait pas que c'est un cours. Vraiment, là, on fait de la philosophie. Oui, c'est sûr, c'est de la matière. Mais on est tellement dans la nature puis dans un environnement différent qu'on dirait juste pas qu'on est à l'école, là, dans le fond. Fait que c'est juste différent des autres cours. J'avais encore 2 exemples à vous présenter, mais je le ferai pas parce que je veux qu'on discute un peu. Néanmoins, je vais vous dire où les trouver pour que vous puissiez les voir si ça vous intéresse. Le prochain, je pense qu'il peut vous intéresser. Il y a une chaire d'excellence en enseignement à l'Université du Québec à Trois-Rivières qui s'appelle ENATERRA et puis qui regarde les liens entre les apprentissages et le territoire. Et ils ont fait plusieurs capsules vidéo sur des dispositifs pour former les futurs enseignants à la pédagogie à l'extérieur. Donc c'est ENATERRA, c'est les responsables, c'est Geneviève Bergeron et Mathieu Point. Puis donc là, je voulais vous présenter une petite vidéo pour la formation d'enseignants de primaire sur l'enseignement de l'histoire dans le territoire, mais vous pourrez aller la voir par vous-même. Et au Québec, on a quelques formations qui visent à former des professionnels du plein air, justement, et pour par exemple des expéditions dans des milieux éloignés. Puis évidemment, ça se passe un peu dans le territoire. Il y a énormément de choses qui se font aussi, mais comme ici, en discutant avec les enseignants, je vois bien qu'il y en a beaucoup sur par exemple la formation des biologistes qui se passe sur le terrain. Mais donc ça rentre tout à fait dans le cadre de ce que je vous ai présenté. Et donc je vais conclure. Au regard de ce que je vous ai présenté là, moi ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est que au regard de la littérature scientifique sur la question, enseigner dehors, ça permet de mieux apprendre. On est capable d'isoler quoi. On ne sait pas encore exactement à quoi ça tient que ça permet de mieux apprendre, mais il y a des recherches qui sont en cours pour mieux le savoir. Et puis quand ces recherches-là vont avoir abouti, ça permettra de donner des indications sur comment faire mieux aussi. Donc on a déjà quand même des résultats qui sont intéressants. Ça permet d'être en meilleure santé. Et ça, comme je vous dis, il y a un enjeu qui est assez majeur derrière ça. Et ça permet aussi de mieux s'ancrer dans son territoire. Et donc ça, c'est quelque chose qui est assez important. Les gens qui développent ce type de pratique-là, ça leur développe un rapport avec leur milieu qui est différent. Les petites écoles avec lesquelles je travaille en recherche, moi, elles étaient menacées de fermeture il y a 10 ans. Maintenant, les familles, elles viennent s'installer parce qu'elles sont là. Les élèves, ils n'avaient qu'une seule hâte quand ils étaient dans ces écoles-là, c'était d'être grands pour pouvoir aller étudier en ville, pour pouvoir... là, ils n'ont qu'une seule hâte, c'est de revenir de leurs études pour pouvoir travailler dans leur milieu. Donc l'ancrage au territoire est très très important là-dedans, et donc ça dépasse un petit peu la question de l'école. Les bénéfices que j'ai ciblés là, c'est valable à tous les âges, et c'est y compris pour l'enseignant qui enseigne, même s'il n'est pas tout à fait aussi jeune que les élèves. Par contre, ce que ça montre aussi, c'est que enseigner dehors, ça nécessite quand même un petit peu d'accompagnement, parce que concrètement, nous, ce qu'on observe dans notre projet, c'est que
aller chercher les bénéfices de la santé, ça prend pas énormément de choses différentes que les compétences dont on a besoin en classe. Par contre, si on veut aller chercher la plus-value pour les apprentissages, là, ça prend un peu d'accompagnement pour savoir comment on fait un peu différemment quand on est dehors. Puis donc, il y a des ressources, il y a des choses qui sont gagnantes par rapport à ça. Je vous ai mis une revue de littérature qu'on a fait aussi avec mon équipe sur cette question-là. Admettons qu'on ait un milieu scolaire où on veut un petit peu développer ce type de pratique. Ça prend quoi ? Lisez ça, vous avez une analyse des écrits qui portent sur la question et puis qui relève 6 points clés. Et puis dans ces 6 points clés, il y a quand même pas mal de choses qui tournent autour de l'environnement professionnel. C'est pas mal d'avoir une direction d'école qui soutient un peu, c'est pas mal d'avoir un conseiller pédagogique qui soutient, c'est pas mal de pouvoir travailler avec des collègues pour pas faire ça tout seul. C'est pas mal des fois d'avoir, on l'a eu dans un autre projet de recherche, ça, d'avoir des stagiaires qui ont été formés en formation initiale à ça et puis qui nous montrent comment faire. Donc vous avez pas mal de clés là-dessus. Je vous remercie de votre attention et puis d'être venu ce soir. Et puis je suis à votre disposition si vous avez des questions. Et puis si vous voulez mon adresse pour m'écrire, c'est ici. Un, deux. Merci beaucoup Loïc pour cette présentation qui a été riche. Je vais passer le micro. Alors je vais juste vous demander de bien poser vos questions en face du micro pour que ce soit pris en compte dans l'enregistrement qui est en cours. Cette conférence sera retransmise sur la chaîne YouTube de l'Université de la Nouvelle-Calédonie. Donc pour ceux qui n'auraient pas eu la chance d'être parmi nous, donc ils auront la possibilité de se connecter sur la chaîne YouTube pour suivre la conférence de ce soir. Donc voilà, je vous laisse le micro si vous voulez poser des questions. Je vois pas mal d'enseignants au fond. Bonsoir, merci beaucoup pour votre présentation. Moi, j'aurais une petite question. Je voulais savoir si vous avez pu voir des enseignants dans les classes qui font le lien entre les savoirs et apprentissages des peuples autochtones et les disciplines vues en classe. Oui, tout à fait. Dans un exemple que j'ai sauté, là, ça portait spécifiquement là-dessus. En histoire, ça se fait beaucoup, en fait, parce que au Québec, les paysages forestiers portent les traces des communautés autochtones. On voit encore des traces de lieux de passage, de lieux de portage. Et en se promenant dans la forêt, on a des artefacts qui sont intéressants pour réfléchir au mode de vie que les premiers peuples pouvaient avoir. Et donc, en histoire, ça se fait vraiment très, très bien. Il y a aussi beaucoup de choses, là je ne l'avais pas comme exemple, mais on a plusieurs écoles qui ont développé en marge de l'école des forêts nourricières. Et systématiquement, quand il y a des forêts nourricières qui sont mises en place, les milieux scolaires font appel à des aînés autochtones pour pouvoir bénéficier de leur lumière sur la question. Et ça passionne les élèves, vraiment, d'avoir accès à ces savoirs-là. Donc c'est les grands exemples que j'ai repéré à plusieurs reprises dans les milieux avec lesquels je travaille. Vous pouvez lever la main si vous avez une question. Oui, moi je voulais savoir... donc, il y a un enseignant pour 25 élèves, je ne me rappelle plus comment tu m'avais dit la fois dernière, un enseignant 25 élèves qui accompagne les enfants pour faire l'école en dehors. Et c'est quoi le rythme dans la semaine? C'est une fois par semaine, 3 fois dans le mois? Alors, il y a combien d'enseignants? Ça dépend un peu des activités. Mais les cibles au Québec, c'est autour d'une quinzaine d'élèves au préscolaire, autour d'une vingtaine d'élèves au premier cycle. Ça monte à peu près à 25 au troisième cycle du primaire. Puis on est autour de 30-35 au secondaire.
Donc ça c'est les cibles pour les classes. Après, combien il y a d'adultes avec, ça dépend un petit peu d'où sont les infrastructures, en fait. Dans les écoles qui ont des infrastructures forestières là, qui sont collées à l'école, les enseignants partent tout seuls, ou alors ils partent à 2 classes. Souvent, ils font ça parce qu'en cas de problème, ça permet d'avoir un enseignant qui va soigner un élève, par exemple. Donc, ils sortent avec 2 classes et puis peut-être 40 ou 50 élèves. C'est assez rare dans les activités qu'on observe qu'il y ait des parents qui accompagnent. Mais on est dans des écoles où il y a des infrastructures qui sont proches. Donc, ça joue beaucoup là-dessus. Après, pour la question de la fréquence, ça dépend vraiment des enseignants. Je regardais justement ces données-là pour le début de l'année, là, ce matin, pour voir un petit peu ce que ça donnait. Et on a des enseignants qui passent jusqu'à 3 journées complètes dans la semaine en extérieur. Puis on a des enseignants pour qui c'est plutôt une demi-journée. Alors c'est intéressant pour nous parce que comme ça on peut voir si ça a un effet quelconque sur ce que les élèves apprennent et puis sur comment ils évoluent dans le système, mais c'est très très variable. Puis c'est important que ce soit très variable parce qu'il y a des enseignants qui sont très à l'aise de le faire beaucoup et puis il y a des enseignants que ça met en insécurité d'aller dehors. Alors si on les obligeait d'emblée à faire 5 jours dehors par semaine, ça marcherait pas très bien. Donc il y a cette variabilité-là, mais elle est bien, quoi. Elle est importante pour que ce type de pratique puisse se développer. Puis j'ai fait un portrait un peu populationnel sur une grande région au Québec, et il y a quelques enseignants qui vont une fois de temps en temps dehors, et puis une fois de temps en temps, c'est déjà mieux que rien, en fait, par rapport aux bénéfices de santé. Et faut respecter ça. C'est dans la dernière étude que je citais, là où on regardait un peu les leviers, c'est sûr qu'il y a des freins qui sont bien identifiés dans la littérature, puis l'injonction à aller dehors à une certaine fréquence, c'est un maxi-frein qu'il vaut mieux éviter tout le temps. Et dernier élément en lien avec ça, peut-être que je peux souligner, c'est, vous savez, quand je vous parlais tout à l'heure des Forest School et puis des UDESCOL et tout ça, Forest School, quand ça a été mis en place au Royaume-Uni, ça a été une décision ministérielle qui a été envoyée dans les écoles. UDESCOL, c'était le contraire, c'est les milieux scolaires qui ont demandé à mettre ça en place. UDESCOL, là, ça a un certain engouement dans les milieux scolaires. Les Forest School, il y a un milieu associatif qui s'en occupe, mais dans les milieux scolaires, ils sont un petit peu moins fans. Donc quand on veut installer ce type de pratique, c'est assez important de voir est-ce que ça répond à un besoin de terrain. Si ça répond pas à un besoin de terrain ou à un intérêt de terrain, je suis pas sûr que ce soit très pertinent d'aller par là. Par contre, si ça le devient, là, ça vaut vraiment la peine de le faire. Et deuxième petite question, c'est concernant les compétences psychosociales. Au niveau de l'apprentissage, c'est quoi le rythme à peu près ? Moi, de ce que j'ai pu constater ici, quand je pose des questions aussi bien à des enfants ou à des jeunes ados, combien de fois ils travaillent là-dessus sur les émotions ou autres, soit ils me répondent un petit peu ou pas du tout. Ouais. Du coup, il y a vraiment un gros travail à faire à ce niveau-là, mais justement là-bas au Québec, c'est quoi le rythme, comment ça se développe au niveau de l'accompagnement de la maternelle, si c'est pas dès la crèche jusqu'à, lycée, université. Ouais, au Québec, la scolarité qui est gérée par le ministère de l'Éducation, ça commence à 4 ou 5 ans, c'est plus tard qu'en France. À partir de 4 ou 5 ans jusqu'à la fin du secondaire, il y a des objectifs en termes de socialisation et tout ça. Par contre, c'est pas associé à des heures matières. C'est des objectifs transversaux qui sont attrapés par les différentes disciplines. Il y a des écoles qui mettent en place des programmes spécifiques, c'est plutôt avec les tout-petits. Donc il y a plein de programmes qui s'installent. On a En route vers le Pacifique qui fait écho ici. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. C'est un jeu de mots pour être pacifique dans ses relations. Ça doit peut-être bien faire. Donc il y a ce type de programmes qui sont plutôt au niveau du début du primaire et puis de la maternelle. Quand ils sont mis en place, c'est des programmes où tu as une période par semaine peut-être qui est consacrée. Par contre, ce qu'on observe, nous, en allant observer les activités à l'extérieur, là, c'est que c'est transversal quand tu vas dehors. Les élèves, ils sont tout le temps en train de collaborer parce qu'en fait, ils ont besoin les uns des autres pour progresser dans les activités. Ce qui n'est pas toujours le cas quand on est en classe, mine de rien. Même quand on met les élèves et qu'on leur demande de réfléchir, en classe, c'est assez régulièrement qu'ils peuvent réaliser les activités en se basant juste sur celui qui sait déjà. Par exemple, quand ils doivent porter un tronc d'arbre dehors, il n'y en a pas un qui est capable de porter le tronc d'arbre tout seul, donc ils sont un peu obligés de collaborer. Donc là, on a comme un espèce de système de contraintes qui se met en place à l'extérieur qui fait que ça oblige à travailler les uns avec les autres si on veut pouvoir arriver au bout de ce qu'on veut faire. Pareil, quand on marche, si la marche est difficile,
et puis qu'il y a un élève qui est derrière, si on veut avancer, il faut aider l'élève qui est derrière. Donc, alors qu'en classe, s'il y a un élève qui est derrière, il ne comprend pas, et puis on peut le laisser à pas comprendre, il ne va rien se passer de plus pour ceux qui comprennent bien. Donc là, on a comme ça ces contraintes-là qui font que c'est intéressant du point de vue psychosocial, et puis du reste, on le mesure. Dans les résultats qu'on a cette année, on voit qu'il y a une part très très importante de la variance de la qualité des relations amicales que les élèves développent dans leur classe qui tient au temps qui est passé à l'extérieur avec l'enseignant. Enfin, donc ça montre que c'est vraiment un contexte qui est favorable pour ça, quoi. Oui, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il n'y en a pas. Je vais peut-être en poser une, mais tu m'avais déjà répondu, mais j'aimerais bien que tu m'en parles à nouveau. C'est les effets sur les enseignants et notamment sur l'anxiété. Parce que en France, notamment, on voit qu'il y a une baisse de vocation pour le métier d'enseignant. Il y en a beaucoup quand même qui démissionnent. Et donc, ça fait partie aussi de tes recherches de mesurer aussi le bien-être des enseignants. Oui, tout à fait. Donc, je vous disais un peu tout à l'heure, on suit aussi d'assez près les enseignants qui participent au projet de recherche dans leur relation à leur métier, dans le développement de leurs compétences professionnelles et puis dans leur vécu au travail. Donc là-dedans, on met bien-être, anxiété et puis gestion des émotions. Alors là, je suis en train de commencer à analyser les résultats, mais connaissant le reste de la littérature, je pense que ce qu'on va obtenir, et puis c'est ce qui correspond aussi à ce que nous disent les enseignants. Alors quand ils disent, c'est pas tout à fait ce qu'on mesure, mais n'empêche que les enseignants disent que pour beaucoup, ça les garde dans l'enseignement d'aller à l'extérieur. Parce que c'est leur bouffée d'oxygène de la semaine. Alors, on a dans les enseignants qui participent au projet, là, mais qui sont des gens en plein air. Hein. Ça joue beaucoup quand même. Parce que si on est un peu allergique à aller dehors, ça marche pas. Mais dans ceux qui sont là, c'est des gens qui pratiquent le plein air par ailleurs. Disent que ce qu'on entend dans la presse, que c'est un métier très très difficile, que beaucoup de gens veulent quitter, ça les effleure pas parce qu'ils s'épanouissent dans leur travail en termes de bien-être au travail. Ça tient à des choses qui sont très physiques aussi. Hein. Par exemple, j'ai un collègue qui est acousticien, qui s'intéresse au bruit. Et puis il a regardé, par exemple, quand on fait une séance de sport au secondaire dans un gymnase, versus dehors. En termes de décibels, c'est pas la même affaire. Hein. Quand on est dans le gymnase, ça ressemble un peu à un bruit qu'on pourrait avoir dans une usine avec la pénibilité qui peut être associée. Dehors, il n'y a pas de réflexion du son, donc ça joue beaucoup moins. Et puis les élèves peuvent être un petit peu plus loin. On observe aussi ça dans une moindre mesure pour des activités scolaires plus traditionnelles. Alors on fait moins de bruit quand on fait du français que quand on fait de l'EPS, mais il n'empêche que à prise de parole avec la même force, et puis on dit placotage au Québec quand les élèves discutent entre eux. Donc à placotage équivalent, ça fait moins de bruit dehors qu'à l'intérieur. Donc ça joue là-dessus. Par contre, ce qu'on observe aussi, c'est et ça, si vous êtes enseignant et puis que ce que je vous ai présenté, là, ça vous donne envie d'essayer, ayez ça en tête. Quand on démarre, c'est un peu stressant. Il faut mettre en place des stratégies pour être capable de s'assurer de la sécurité de tout le monde. Les élèves, ils sont un petit peu plus willy quand ils sont dehors, donc ils font un petit peu plus des choses inattendues, ça prend un petit peu de cadrage, et donc au départ, ça crée un petit peu d'anxiété quand même. Avec le temps, cette anxiété, elle diminue, et puis le niveau d'anxiété est inférieur à ce qu'il était au départ sur les situations de classe. Donc, faut pas s'arrêter parce qu'on trouve ça un petit peu anxieux. Puis je peux vous donner l'astuce qu'il faut avoir quand on démarre avec des enfants dans des environnements qui sont un peu denses. Il y a une règle super facile, c'est « je te vois, tu me vois ». Posez ça avec les élèves. « Je te vois, tu me vois ». Puis quand ils commencent à s'éloigner, parce que c'est bien qu'ils s'éloignent, c'est là qu'ils découvrent des choses, au début, vous modélisez. Tiens, là, moi, je te vois, mais toi, est-ce que tu me vois? Ah non, tu me vois pas. Alors là, tu es peut-être à une place où tu devrais pas être. Puis au bout d'un moment, les élèves font un petit peu attention, puis même si on les voit plus tout à fait pendant une demi-seconde, ça va quand même. Donc c'est ça, hein, essentiellement sur le vécu des enseignants, mais c'est un vécu qui est plutôt positif. Ce qu'il faut pas, puis ça nécessite ça un accompagnement
un peu hiérarchique, il ne faut pas le masquer, c'est quand on veut faire de l'enseignement à l'extérieur et puis qu'on est tout seul dans son école à en faire, ça peut ne pas être facile. Parce que les parents peuvent trouver ça bizarre, les collègues peuvent trouver ça bizarre. Donc il y a comme dans les lectures que je vous ai indiquées, là il y a des repères par rapport à ça sur comment est-ce qu'on peut gérer ces affaires-là. Mais il n'empêche que c'est ça, des fois les parents ils trouvent que c'est un peu bizarre d'aller passer beaucoup de temps dehors, comme si c'était un petit peu récréatif et tout ça. Ça prend de l'explication pour montrer, non, on travaille dehors, on apprend des choses et puis même on les apprend mieux que si on était à l'intérieur, avec certains parents. Communiquer pour l'adolescence, qui est important, des fois justement avec l'adulte. Est-ce qu'il y a eu vraiment des études, puisque c'est vrai que c'est quelque chose qu'on constate, mais est-ce que vous avez des études là-dessus? À ma connaissance, il n'y a pas d'études là-dessus. Et puis au Québec, le relationnel entre les enseignants et puis les élèves est plutôt facile, même au secondaire. Il y a comme une proximité qui est intéressante. Par contre, là où on a des données et où c'est assez impressionnant, c'est sur les relations des élèves entre eux. Et là, je vais pas vous le faire de manière magistrale en m'appuyant sur des recherches. Je vais vous partager une anecdote. Il y a 3 ans, dans le projet, on a une classe qui avait failli se retirer du projet tellement l'ambiance entre les élèves était devenue explosive. Donc ça allait pas bien. Les enseignants étaient tout le temps en train de reprendre et puis ils nous ont dit on pense qu'il vaudrait mieux arrêter la recherche avec cette classe-là parce que déjà ça risque d'orienter les résultats dans une direction qui n'aurait rien à voir avec l'extérieur parce que c'est vraiment qu'ils s'entendent pas entre eux. Et alors on a continué la recherche quand même et surtout l'équipe enseignante et avec les techniciens en éducation spécialisée au Québec on a des techniciens en éducation spécialisée dans les écoles qui sont là pour soutenir les problématiques comportementales. Donc ces personnes-là sont intervenues auprès de la classe via des activités expéditionnaires à l'extérieur. Il y a 2 mois là, j'ai rencontré les élèves qui ont 16 ans maintenant pour faire un petit cercle de partage autour des résultats de la recherche et tout ça. Et ils m'ont verbalisé qu'ils n'en revenaient pas à quel point ils s'entendaient bien entre eux maintenant depuis qu'ils avaient fait la sortie kayak qui s'était mal passée parce qu'il y avait tel kayak qui avait un trou dedans. Et puis donc ils sont revenus sur le détail. Et là, ils sont comme cul et chemise actuellement. Vraiment, on est sur un groupe de 15 ados qui s'entendent super bien entre eux, qui ont des relations saines et puis qui se parlent bien, qui s'entraident. Et dans les relations, c'était vraiment très très tendu dans cette classe-là. Donc là, moi en tout cas dans ce que j'ai vu, entre élèves, je vois quand même pour les ados des potentiels qui sont intéressants. Pour la relation avec les enseignants, oui, si les enseignants disent quand je fais une expédition où on part pour une nuitée, c'est sûr que quand on passe la nuitée, on se dit des choses qu'on ne se dirait pas en classe, mais ça on ne le mesure pas vraiment, ça. Par contre, ils nous le partagent, mais on n'a pas de mesure objective de ça. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? C'est bon? Ouais. Donc, tu m'avais dit comme ça qu'il y a à peu près une quinzaine, voire une vingtaine d'élèves pour un enseignant. C'est ça, hein? Et pour faire des activités en extérieur de temps en temps en fonction de leur disponibilité. Ici, il y a en moyenne 25 élèves. 25 élèves, un enseignant, je sais que, déjà 15, je trouve que ça fait beaucoup. Nous, par exemple, quand on fait la classe au potager, il y a 18 élèves, on est à peu près 5-6 adultes. Donc, autant il y a les 2 enseignants, plus après des services civiques, et puis des bénévoles en plus qui viennent en renfort. Donc, mais j'ai du mal ici, surtout au milieu urbain, à voir comment on peut faire plus d'activités en extérieur. Si l'école elle se trouve à côté d'une petite forêt, c'est bien. Un parc, par exemple, c'est bien, mais c'est pas accessible à tout le monde. Je sais pas, vous en pensez quoi? Il y a des enseignants là parmi nous.
Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont dans des écoles où il y a vraiment zéro espace accessible? Parce que moi, j'ai pas une vision de toutes les écoles de Nouvelle-Calédonie, mais Fabrice m'a pas mal promené quand même. Puis j'ai l'impression que dans toutes les écoles, il y avait il y avait des espaces qui étaient utilisables. Après, il faut regarder lesquels, mais je sais pas. Ouais. 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 Ah bah déjà sur la cour d'école, on peut faire énormément de choses. Hein. Ouais. Oui, ça c'est notre affaire, mais ouais. Ouais. Mais par contre, tu vois, c'est une bonne première piste. T'as au moins la cour de l'école partout. Et puis je dirais, moi, les cours d'école que j'ai vues, elles étaient quand même plutôt sympas. Là, tu sais, où c'était pas du goudron. Ouais. Ouais, tout à fait. Ouais. Mm. Bah, c'est ça. Ouais. Tout à fait. Bah, c'est ça. Ouais, bah, nous, on a eu des exemples là où justement il y avait des écoles qui étaient où il n'y avait pas grand-chose d'accessible juste à côté. Et puis, bah, comme les milieux étaient soutenus et puis qu'il y avait un maillage territorial, la mairie a mis en place, bah oui, peut-être on va agrandir un peu la piste cyclable pour qu'elle vienne jusqu'à l'école. Et puis donc il peut se passer des choses quand même de cet ordre-là. Puis aller sur la cour de l'école, c'est déjà pas mal. Puis quand on a des environnements comme un parc, comme tu sais, le parc où on est allé avec toi, là c'est un super espace pour pouvoir faire ce type d'activité. Puis après, sur les effectifs, ça, si on sort de l'école, c'est sûr que si un enseignant, bah, de toute façon ça ne répond pas aux normes, si un enseignant sort toute sa classe tout seul, là je sais pas, je connais pas la réglementation en France actuellement, nous, ils sortent à plusieurs classes. Donc il y a beaucoup d'élèves, mais il y a plusieurs enseignants. Ouais, c'est sûr. Et puis là, évidemment, sur les sorties comme ça, c'est pour peu qu'il y ait des parents qui soient intéressés et puis disponibles, ce qui arrive des fois quand même, ça peut être un soutien intéressant. Oui, je voulais juste que tu enchaînes sur les plus grosses craintes des enseignants. Tu m'en avais parlé aussi, mais quand on leur demande aux enseignants, c'est quoi les plus gros blocages à faire ce genre de pratique? Alors, ouais, ça c'est un résultat qui est assez rigolo et puis qui va toujours dans le même sens. Quand on demande aux enseignants qu'est-ce qui les empêche d'aller dehors, parce que tous les enseignants disent que oui, ça peut être sympa d'aller dehors. Hein, ça, globalement, il n'y a pas d'opposition farouche. Mais dans les éléments qui freinent un peu, c'est toujours le temps. Le temps qu'il fait. Alors, il y a le temps que ça prend aussi, mais le temps qu'il fait, c'est souvent évoqué comme frein. Et ce qui est rigolo, c'est que c'est un frein partout. Quelque temps avec une collègue à La Réunion, je demandais à des enseignants à La Réunion, c'était pas terrible parce qu'il pleuvait tout le temps. Ici, il y a des enseignants qui disent bah, ici, il y a trop de soleil, il fait trop chaud. Moi, mes enseignants, il fait trop froid. Donc, il y a toujours. Et un résultat qui est intéressant pour ça, c'est au Québec, c'est vrai qu'objectivement, il fait froid l'hiver, je vous confirme. Mais les enseignants avec qui on travaille, qui sont les mêmes qui, au départ, avaient peur d'aller dehors parce qu'il faisait froid, bah, c'est quand il fait froid qu'ils sortent le plus. Alors, bon, quand on est dans un contexte de pluie, je sais pas s'il y a un moment où on se met à sortir plus quand il pleut que quand il pleut pas, ça je suis pas sûr, mais toujours est-il qu'on peut faire des sorties aussi quand il pleut, on peut faire des sorties quand il neige, on peut faire des sorties quand il fait très beau. Faut juste s'appuyer sur les conditions de sécurité et puis sur un certain nombre de normes par rapport à ça, sur les équipements à avoir, comment se protéger, et puis Alors au Québec, souvent les enseignants sont inquiets pour est-ce que tous les enfants seront suffisamment bien habillés pour pouvoir aller à l'extérieur s'il fait -20 par exemple ou -25. Et puis finalement les écoles qui veulent aller dehors, ce qu'ils font, c'est qu'ils achètent quelques tenues pour les élèves qui seraient insuffisamment habillés. Puis la plupart le sont suffisamment de toute façon. Puis le jour où il y en a un qui oublie sa tenue ou une famille qui a moins les moyens d'acheter des bons vêtements, ils prêtent. Puis c'est pas si cher que ça pour une école dans le contexte du Québec.
Mais le temps, ça revient très souvent. Les pressions de la hiérarchie, ça revient souvent aussi. Hein. Une direction qui n'est pas d'accord ou des formateurs qui ne sont pas d'accord pour ceux qui sont encore en formation. Donc souvent, il y a des craintes par rapport à ça. Alors je dis c'est des craintes parce que je sais il n'y a pas forcément... des fois, on s'empêche de faire des choses parce qu'on pense que ça va être mal reçu, puis en fait, ça ne l'est pas forcément. Moi, dans tous les cas où les gens se sont fait reprocher, quand ils arrivent à expliquer pourquoi ils font, comment et puis à quelle fin, bon, ça passe, hein, mais c'est ça, il faut prendre le temps d'expliquer un petit peu, puis il faut faire œuvre de pédagogie, même avec sa hiérarchie des fois. Donc c'est ça les deux gros, les retours de la hiérarchie des parents et puis le temps qu'il fait. Merci beaucoup. Donc, il est 20h. Donc, je suis désolé pour ceux qui auraient encore des questions, mais on va terminer là-dessus. Donc, merci à tous d'être venus assister à cette conférence. Merci.